Bonjour, bienvenue à tous. Je suis heureux de voir qu'en dépit de la date tardive et de l'annonce pas très longtemps à l'avance, cette conférence attire du monde. Il n'est pas besoin donc de présenter ici Kyle Harper, puisqu'il a été invité l'année dernière par le Collège de France à donner un cycle de 4 conférences. Et il se trouve que c'est donc en faisant connaissance et en découvrant des intérêts communs que nous avons eu l'idée de faire cette recherche qui ne faisait donc pas partie de ces conférences de l'année dernière. Et donc Kyle et ensuite moi ferons la présentation de nos résultats, après quoi on pourra envisager une discussion qui sera donc animée, je n'ose dire modérée parce que ça n'est pas son trait de caractère dominant, par Étienne de la Vessière. Kyle est l'auteur de plusieurs livres, le premier ayant porté sur l'esclavage dans l'Empire romain. Son dernier livre paru, mais je sais qu'il y en a un autre ou plusieurs autres en gestation, c'est donc dans traduction française, comment l'Empire romain s'est effondré, le climat, les maladies et la chute de Rome. Si le thème de la peste de Justinien occupe une place très importante dans ce livre, l'hypothèse sur les origines de cette pandémie n'avait pas encore surgi. Elle a surgi dans le cadre des discussions que nous avons eues. Voilà, donc sans plus attendre, Kyle, je passe la parole à Kyle qui, comme il l'avait fait pour ses cours du collège, nous fait le grand honneur de s'exprimer en français. D'essayer, parce que ça fait un an que je n'ai pas parlé un mot en français. Alors, c'est suffisamment rare, je fais mon mieux. Merci France, je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Collège de France, le temps que j'ai passé ici en tant que titulaire dans le cher avenir commun durable a été l'une des périodes les plus enrichissantes de ma vie et je suis reconnaissant pour cette invitation à revenir donner une conférence à mon collègue et ami France Grenet. Alors, oui. Et la présentation aujourd'hui, c'est le fruit de notre collaboration qui va être publiée très vite. Alors, quand la peste atteignit cette ville, Constantinople, elle frappa de plein fouet, en commençant par les rangs des pauvres, jetés dans les rues. Il arrivait que 5, 7, 12, voire jusqu'à 16 000 personnes soient importées chaque jour. Comme c'était encore le début, on voyait des hommes postés au port, au carrefour, aux portes de la ville, qui tenaient le compte. Quant à ceux qui mouraient dans les rues, si quelqu'un souhaitait les compter, car en effet, on les comptait, il en fut emporté plus de 300 000. Lorsque les compteurs atteignirent 230 000, ils virent que le nombre était devenu incalculable et cessèrent de compter. À partir de ce moment-là, on les emporta sans plus recenser. Par la suite, comme les fossoyeurs et les personnes chargées d'enterrer les morts ne suffisaient plus, on fit évacuer le corps dans une immense fosse commune. Et non seulement ceux qui mouraient, mais encore ceux qui échappaient à une mort subite furent atteints de cette plaie des enflures, la maladie de la haine, comme on le traduit dans notre langue syriaque, mais qu'ils appellent boubonos. Voici donc les paroles de Jean d'Éphèse, évêque miaphysite contemporain, et notre témoin, c'est plausible, je pense, un témoin oculaire les plus précieux pour comprendre la peste de Justinien. Il décrit l'arrivée de la peste bubonique à Constantinople avec une précision saisissante.
Ce que nous appelons aujourd'hui la peste de Justinien, c'est l'une des plus grands fléaux pandémiques de l'histoire. Elle a frappé Constantinople, la capitale impériale romaine, et peut-être à l'époque la plus grande ville du monde, au printemps de l'an 542 de notre ère, un an après avoir atteint Alexandrie et le nord de l'Égypte. L'épidémie s'est ensuite propagée vers l'ouest. Elle a touché l'Italie l'année suivante, plus jusqu'au rivage de l'Atlantique. Ce premier épisode, la mortalité des années 540, mérite bien le nom de peste de Justinien, après l'empereur régnant qui, fait notable, a contracté la maladie et y a survécu. La peste de Justinien a été, en quelque sorte, une première peste noire. Et comme la peste noire, elle n'était qu'un commencement. Pendant 2 siècles, des résurgences de la peste sont revenues à intervalles irréguliers, en moyenne tous les 10 à 15 ans. Et c'est cette longue séquence d'épidémies que nous appelons aujourd'hui la première pandémie de peste. La peste de Justinien et la pandémie qu'elle a inaugurée constituent un moment charnière dans l'histoire du monde, un événement décisif dans la transition de l'Antiquité vers le Moyen Âge. Et si, pendant longtemps, on a débattu de sa nature et de ses effets, des progrès considérables ont été accomplis au cours de la dernière décennie. Surtout, ce sont les avancées fulgurantes dans l'étude de l'ADN ancienne qui ont bouleversé notre compréhension de l'histoire des maladies infectieuses. Les nouvelles technologies qui permettent d'extraire, de séquencer et d'analyser l'ADN issu de matériaux archéologiques nous ouvrent des fenêtres inédites sur le passé profond. L'arrivée de ces preuves biologiques anciennes permet de clore certaines vieilles questions, mais elle en ouvre aussi de nouvelles. Et même les recherches de laboratoire les plus techniques nous encouragent souvent à revenir aux sources textuelles traditionnelles avec un regard neuf et une énergie renouvelée. Tel est donc l'objet de notre discussion aujourd'hui, les origines de la peste de Justinien. Nous avons commencé avec le témoignage de Jean d'Éphèse à Constantinople. Mais notre objectif, en réalité, est de nous détourner un instant de Constantinople pour poser la question: comment la peste est-elle arrivée à Constantinople? Il s'agit d'adopter une perspective globale sur une pandémie qui a traversé les continents. Jean, tout comme notre autre grand témoin, le historien grec Procope, a choisi de centrer son récit sur la ville de Constantinople. Il se trouvait sur place quand la peste y a fait irruption, et cette ville représentait pour eux à la fois le centre symbolique et centre structurel de leur monde. Il n'est donc pas surprenant que les historiens modernes, y compris, il faut le dire, l'orateur présent devant vous, aient aussi souvent concentré leur attention sur le déroulement de l'épidémie dans la capitale impériale. Nous regardons là où la lumière est la plus forte. Mais aujourd'hui, nous voulons poser d'autres questions. D'où venait la bacille et quel a été son itinéraire? Ce sont des questions que nous pouvons désormais poser à la lumière d'un croisement nouveau entre les sources textuelles et génétiques. Est-il devenu évident que ce sont des questions qui exigent une collaboration étroite entre spécialistes de l'histoire méditerranéenne et de l'histoire de l'Asie centrale? Il est aujourd'hui clair que l'Asie centrale joue un rôle crucial dans l'histoire évolutive de grandes pandémies de peste. Pour la peste de Justinien, cette origine asiatique a été une véritable surprise. Les récits contemporains décrivent l'arrivée initiale de la peste dans la région de la mer Rouge. Cela a conduit à soupçonner une origine africaine, que la peste ait jailli d'un réservoir situé quelque part en Afrique orientale. Et cette hypothèse n'était pas absurde. On pensait alors qu'un ancien variant biologique de la peste existait bel et bien en Afrique. Jusque récemment,
Cette hypothèse était la plus raisonnable, le mieux étayée par les connaissances disponibles. Mais l'ADN a changé la donne. Aujourd'hui, il ne fait plus de doute que les origines profondes de la peste de Justinien se trouvent en Asie centrale. Ce que l'on ignore encore, en revanche, c'est comment et quand le bacille s'est échappé de son réservoir naturel pour atteindre le monde romain. Les analyses phylogénétiques n'en sont qu'à leur début, mais deux hypothèses émergent peu à peu. La première est une version révisée du modèle africain, à la lumière de nouvelles données. On pourrait l'appeler le modèle de séjour en Afrique. Selon cette hypothèse, Yersinia pestis, le bacille, se serait échappé d'Asie centrale plusieurs siècles avant la peste de Justinien. Il aurait ensuite établi un réservoir secondaire, aujourd'hui disparu, chez des rongeurs d'Afrique orientale, où il serait resté en sommeil. Ce n'est qu'au VIe siècle que la souche se serait propagée depuis ce foyer africain vers les sociétés des marges sud-orientales de l'Empire romain. La seconde hypothèse, que l'on pourrait appeler sortie récente d'Asie centrale, postule au contraire que la lignée pandémique a quitté l'Asie centrale quelques décennies, voire quelques années seulement avant d'arriver dans le monde romain. Selon ce scénario, le bacille serait passé de son réservoir naturel à l'Asie du Sud, d'où il aurait franchi l'océan Indien par voie maritime jusqu'à la mer Rouge. Avec mon collègue, nous trouvons cette seconde hypothèse plus convaincante. Nous pensons que le bacille a suivi un trajet en deux grandes étapes. D'abord, une liaison entre le réservoir de peste d'Asie centrale et les portes de l'océan Indien, ce que l'on peut appeler la première étape du voyage, puis une seconde, entre ces ports et les sociétés de la mer Rouge, autrement dit les marges méridionales de l'Empire. Jusqu'à présent, les chercheurs se sont surtout concentrés sur cette deuxième phase, deuxième étape, sur les connexions maritimes entre la mer Rouge et l'Asie du Sud. Mais la première étape, le voyage du bacille depuis l'Asie centrale jusqu'au rivage de l'océan Indien, n'a jamais été sérieusement examiné. Notre but principal aujourd'hui est donc de démontrer que cette étape initiale a elle aussi son contexte historique plausible. La pénétration du pouvoir unique depuis l'Asie centrale jusqu'au sous-continent indien, et ce précisément à la bonne période. Avant de plonger plus avant dans les questions des origines, il faut faire une pause pour rappeler brièvement la biologie de la peste de Justinien, une biologie qui est essentielle à la compréhension même de l'épidémie. La maladie en question est la peste bubonique, causée par la bactérie Yersinia pestis. Yersinia pestis est une microbe à l'écologie très particulière. Il s'agit avant tout d'une maladie animale, plus précisément une zoonose qui touche le rongeur sauvage. Ce n'est que de manière occasionnelle que le pathogène franchit la barrière entre des espèces pour infecter l'homme. Contrairement à la plupart des grandes maladies historiques qui sont dues à des microbes ayant évolué pour s'adapter à l'être humain comme hôte principal, la peste est différente. Elle n'est pas une maladie humaine au sens strict. Elle ne se vit que transitoirement chez les hommes. Elle appartient fondamentalement au monde animal. Dans son cycle naturel, la peste circule au sein des populations de rongeurs tels que les spermophiles, les marmottes ou encore certaines espèces de gerbes. C'est une maladie dite à vecteur, transmise principalement par des pousses hématophages. Chez l'homme, la peste prend le plus souvent la forme bubonique. C'est transmis aussi par des rats, en particulier par le rat noir. Et voilà. Chez l'homme, la peste prend le souvent la forme bubonique, c'est-à-dire marquée par des gonflements des ganglions lymphatiques appelés bubons. La transmission commence par une piqûre de puce. Sans traitement, la peste bubonique est mortelle.
Pire encore, dans certains cas, l'infection se généralise dans les sangs ou atteint les poumons, des formes qui peuvent tuer encore plus rapidement. Et dans le cas de la forme pulmonaire, peut se transmettre directement d'un être humain à l'autre par voie respiratoire. Comprendre l'écologie de la peste est fondamental pour retracer son origine. Parce que la peste survit dans des réservoirs animaux, une pandémie ne commence que lorsque la bactérie réussit à franchir une frontière écologique. Elle passe de ses foyers naturels à l'espèce humaine. Dans le cas de la peste de Justinien, la question clé devient donc où a lieu cette bascule au VIe siècle? Où se trouvait le réservoir animal à l'origine de la pandémie? C'est ici que l'ADN ancienne devient une ressource inestimable. Des fragments de l'ADN de la peste ont été identifiés dans des squelettes humains retrouvés dans plusieurs sites funéraires du VIe siècle, en Europe de l'Ouest. Ce qui confirme, au-delà de tout doute, que Yersinia pestis est bien le coupable. Mais plus encore, dans certains de ces restes, les chercheurs ont pu reconstituer le génome entier de la bactérie. Et en comparant ces génomes à l'arbre généalogique global de Yersinia pestis, ce qu'on appelle la phylogénie, ils peuvent situer l'ancienne souche dans l'évolution de l'espèce et localiser ses apparentés vivantes aujourd'hui. Et la souche responsable de la première pandémie, celle de Justinien, c'est en vert ici, de Justinien, appartiennent à une lignée bien distincte qui se situe entre deux branches de la phylogénie moderne appelées O1 et O1 et O1. Le fait que tous les génomes de la première pandémie connue appartiennent à une seule branche indique probablement qu'il y a eu un seul événement de débordement, un seul passage du réservoir animal vers les humains, plutôt que des introductions répétées depuis le foyer sauvage. C'est un petit indice, mais révélateur. De tels débordements sont, par nature, extrêmement rares. L'arbre généalogique, ou la phylogénie, de la ligne responsable de la première pandémie nous permet de remonter la piste des origines géographiques du bacille. Les deux branches les plus proches génétiquement de la souche de la peste de Justinien, la fameuse O1 et O1, ont été identifiées dans des génomes modernes. Ces génomes proviennent soit des patients humains, soit des programmes de surveillance épidémiologique mis en place dans certains États pour détecter les foyers de peste. Et parmi ces deux branches, c'est la ligne O1, avec les étoiles, O1, qui est le mieux documenté. Environ 86 échantillons modernes y ont été rattachés. Or, la quasi-totalité de ces spécimens provient d'une foyer très concentrée située dans le bassin de Jungari, ou Junggar Basin, à l'extrême nord-ouest de la Chine actuelle, dans la région autonome de Xinjiang, que l'on appelait autrefois le Zhongari. Deux autres enjeux principaux y sont impliqués, le spermophile à longue queue et la marmotte grise. Ces foyers de peste se trouvent sur la face nord de la chaîne de Boro-Oro, un contrefort septentrional du grand système montagneux de Tian Shan. La branche O1 est, elle, moins bien représentée. Oui, on ne connaît que 2 séquences génétiques certaines, toutes deux isolées en 2003, et toutes deux issues de marmottes grises capturées au Xinjiang, tout près de la frontière avec le Kazakhstan. Il faut noter aussi que la ligne O1 est étroitement apparentée à une autre branche, mieux connue, O1 fréquemment identifiée chez des marmottes grises vivant dans les foyers de peste du Tian Shan à proximité du lac Issyk-Kul, au Kyrgyzstan.
L'ensemble de ces données conduit à une conclusion très forte. La lignée du bacille responsable de la peste de Justinien provient de cette région précise, une espèce montagneuse s'étendant du lac Issyk-Kul à l'ouest jusqu'au bassin de Dzungari à l'est, le long du face nord de la chaîne de Tian Shan. Et, autrement dit, et pour parler sans détour, les origines profondes de la peste de Justinien n'étaient pas en Égypte, ni en Éthiopie, ni nulle part ailleurs en Afrique, elles étaient en Asie centrale. Et depuis ce berceau, comme pour la peste noire, la bactérie a dû entreprendre un long voyage vers l'ouest. Mais c'est ici que le contraste avec la peste noire devient plus intéressant. La peste noire est arrivée par voie terrestre, à travers la steppe, portée par les Mongols jusqu'à la mer Noire, d'où elle s'est répandue en Méditerranée par bateau. La peste de Justinien, elle, est arrivée par le sud, via la mer Rouge. Et à la lumière de nouvelles données paléogénétiques, il vaut la peine de revenir aux témoignages écrits qui décrivent les toutes premières phases de la pandémie. Nous disposons de 4 sources contemporaines qui évoquent les origines géographiques de la peste de Justinien. Il convient de les examiner brièvement. Le premier, ou plutôt le moins détaillé, est celle de l'historien ecclésiastique Évagre le Scolastique. Évagre était enfant lors de la première apparition de la peste. Après, il a écrit une histoire. Et comme tout bon historien grec de l'Antiquité, il connaissait bien la célèbre description de la peste d'Athènes par Thucydide. Et il compare explicitement les deux fléaux. Il écrit, il décrit, on dit que la peste d'Athènes avait commencé en Éthiopie et celle de notre temps aussi. Éthiopie, dans la langue géographique de l'époque, ne désigne pas le pays moderne, mais une zone beaucoup plus vaste, l'Afrique au-delà de l'Égypte. Et Évagre situe donc l'origine de la pandémie dans ces territoires africains au sud-est de l'Empire romain. Le deuxième témoignage vient d'un auteur que l'on appelle Pseudo-Zacharie, un chroniqueur syriaque dont l'œuvre a probablement été rédigée par un moine mésopotamien à la fin du VIe siècle. Son récit de la peste ne nous est connu qu'à travers une version postérieure, celle de Michel le Syrien, qui écrivait au IIe siècle. Dans le passage pertinent, Pseudo-Zacharie écrit ceci. Il parle de ces taches de peste et de cette peste de tumeur purulent avec gonflement à la haine et des taches de peste sur les cuisses et des aisselles des humains qui s'étendit à partir de Couche sur la frontière de l'Égypte et d'Alexandrie, de la Libye, de la Palestine, de la Phénicie, de l'Arabie, de Byzance, de l'Italie, de l'Afrique et de la Sicile et de la Gaule. Elle atteignit la Galatie, la Cappadoce, l'Arménie, Antioche, la Sorène, la Mésopotamie et enfin les terres perses et les peuples du nord-est qu'elle dévasta. Pseudo-Zacharie affirme donc que la peste s'étendit à partir de Couche, sur la frontière de l'Égypte. Dans les généalogies bibliques, Couche est le fils de Cham et petit-fils de Noé. Il est considéré comme l'ancêtre du peuple d'Afrique au sud de l'Égypte. Et en syriaque tardif, Couche est le terme usuel pour désigner les régions africaines situées au-delà de l'Égypte romaine. Ainsi, pour Pseudo-Zacharie aussi, la peste est venue du sud-est, depuis les rives africaines voisines de l'Égypte, ce qui inclut potentiellement le désert oriental, le Soudan ou encore le corne de l'Afrique. Les 2 derniers témoignages sont les plus importants. C'est de nos principaux témoins de l'épidémie dans son ensemble, Procope et Jean d'Éphèse. Leurs récits de la peste sont remarquablement complémentaires. Pourtant, il existe une tension entre leur version de l'origine géographique de la peste. En général, les récits modernes de la première pandémie suivent principalement Procope et ne mentionnent Jean que de façon secondaire. Cette préférence s'explique sans doute par le fait que Procope écrivait dans une langue plus familière, le grec, et dans un style plus classique.
Mais il n'y a aucune raison légitime de privilégier son récit. Et à certains égards, celui de Jean est plus fiable, plus riche et plus précis. Mais on commence avec Procope. Dans ces guerres persiques, Procope interrompt son récit militaire pour ajouter un long passage consacré à la peste. Il y évoque son caractère universel, inattendu, incompréhensible, puis il en décrit l'origine et l'entrée dans le monde romain. Cela commença chez les Égyptiens qui habitent Péluse. Ensuite, cela s'est divisé. Une partie se dirigea vers Alexandrie et le reste de l'Égypte. L'autre vers la Palestine, à la frontière de l'Égypte. Et de là, cela s'est étendu sur tout le monde, avançant toujours suivant le moment qui lui était favorable. Selon Procope, donc, la peste commença à Péluse, une ville importante située à l'extrémité orientale du delta du Nil. Il n'y a pas de raison symbolique ou littéraire évidente pour situer le départ de la peste à Péluse. Ce détail reflète probablement des informations circulant à Constantinople ou en croyance officielle. Procope ne dit pas que la peste est arrivée à Péluse depuis un autre endroit, il dit qu'elle y a commencé. Autrement dit, selon lui, la pandémie a pris naissance dans une ville romaine, ce qui supposerait l'existence d'un réservoir sauvage laitant au cœur même de l'Égypte romaine, ce qui est hautement improbable. Cela dit, les historiens modernes ont utilisé son témoignage pour construire une hypothèse plausible, celle de l'arrivée par la mer Rouge. À l'époque, la ville de Clysma était un port actif sur le golfe de Suez, relié au Nil par un canal qui menait jusqu'à Babylone, le canal, voilà, jusqu'à Babylone, près de l'actuel Caire. Selon cette hypothèse, la peste serait arrivée à Clysme par voie maritime, puis aurait été transportée par barge le long du canal jusqu'au Nil, atteignant Babylone, puis Péluse, avant de se diviser vers Alexandrie d'un côté et la Palestine de l'autre. C'est une hypothèse compliquée, mais géographiquement possible. Reste enfin le témoignage de Jean d'Éphèse. Son récit extraordinaire de la peste n'a reçu que récemment l'attention qu'il mérite. Avec mon collègue Scott Johnson, nous venons d'achever un livre consacré à ce texte dont je me permets de tirer ici quelques extraits. Et Jean nous a laissé le témoignage le plus long, environ 5 fois plus développé, de celui de Procope. Il était un observateur aigu, un écrivain sensible aux détails, et, fait rare, il était instruit et numériquement compétent. Mais surtout, Jean est le seul témoin à avoir observé la peste à plusieurs étapes de cette diffusion. Jean, il était à Alexandrie lors de l'arrivée de l'épidémie. Je suis extrêmement fier de mon graphique ici. Il a ensuite voyagé le long de la côte, en passant par la Palestine pour retourner en Mésopotamie. Puis, il est reparti vers Constantinople, où il est arrivé juste à temps pour assister à l'épidémie du printemps 542. Malheureusement, la transmission de son texte est complexe. Le début de son témoignage ne nous est parvenu que sous une forme abrégée, transmise par la chronique médiévale, encore de Michel le Syrien. Mais même dans cette forme condensée, le texte de Jean sur les origines de la peste contient des informations précieuses. Et là, comment ça? D'abord, parmi les peuples de l'intérieur, dans le district du sud-est de l'Inde, c'est-à-dire des Cushites, les Himyarites et les autres. Ensuite, elle gagna les régions de l'ouest, dites supérieures, ces peuples de Romains, des Italiens, des Gallois, des Espagnols. Le fléau vint frapper les régions de Cush, aux frontières de l'Égypte, puis de là pénétra en Égypte même. Ainsi, tel un faucille qui fauche, il emportait la terre, morceau par morceau, sans jamais s'arrêter. Quand la majorité des habitants furent morts, que le pays d'Égypte devint désert, dépeuplé, alors il atteignit Alexandrie et y détruisit la majeure partie de la population.
Quelques précisions sont nécessaires. Quand Jean affirme que la peste a commencé parmi les peuples de l'intérieur de l'Inde, il faut rappeler qu'en géographie ancienne, le mot « intérieur » ne voulait pas dire la même chose qu'aujourd'hui. Il ne veut pas dire à l'intérieur de terre, ni proche, mais l'inverse, ce qui est le plus lointain, vu depuis le monde romain. Ainsi, quand Jean dit que la peste a commencé par les peuples de l'intérieur de l'Inde, il parle en fait des régions les plus lointaines, aux confins du monde habité. C'est ce que d'autres auteurs appellent parfois l'Inde intérieure ou même l'extrême Inde. Mais Jean ne se contente pas d'évoquer l'Inde de manière vague. Il précise quel peuple, selon lui, l'habitait. Il écrit, c'est-à-dire les Kushites, les Himyarites et les autres. Les Kushites, chez Jean, peuvent désigner différentes réalités selon le contexte. Parfois, il utilise Kush pour désigner l'ensemble des terres africaines au sud de l'Égypte, y compris la Nubie, c'est-à-dire le Soudan, et la rive occidentale de la mer Rouge, soit l'actuelle Érythrée et Éthiopie. Ailleurs, il limite le terme à la Aksum, Aksum en jaune, le grand royaume chrétien centré sur la ville du même nom. On sait par d'autres passages dans son œuvre que Jean identifiait 4 royaumes kushites et 3 royaumes indiens. Même s'il ne les nomme pas tous explicitement, on peut raisonnablement penser qu'il fait référence à Aksum, à Lodhia, Makuria et Nobatia, les grands royaumes de la vallée du Nil au sud de l'Égypte. Quant aux Himyarites, ils sont plus faciles à situer. Ce sont les habitants du royaume des Himyar dans l'actuel Yémen, sur la rive orientale de la mer Rouge. Himyar était un acteur majeur du commerce maritime entre la mer Rouge et l'océan Indien. Il est très probable que c'est précisément ce commerce maritime qui a servi de vecteur au bacille. Ainsi, pour Jean d'Éphèse, la peste est partie des confins sud-est du monde habité, depuis Himyar, depuis Kush, probablement Aksum, et les autres, qui pourraient désigner soit d'autres royaumes africains, soit de régions encore plus éloignées, en Inde ou au-delà. Mais il serait abusif d'exiger de Jean plus qu'il ne savait. Rien ne prouve qu'il connaissait le monde au-delà de Himyar et de l'Aksum. Ce qui compte, c'est qu'il situe l'émergence de fléaux dans les régions les plus méridionales et les plus orientales du monde connu, du côté de la mer Rouge. Dans son récit, il poursuit ainsi. Le fléau vint frapper les régions de Kush, aux frontières de l'Égypte, et de là pénétra en Égypte même. Ici, il distingue clairement les royaumes de Kush à la frontière de l'Égypte, c'est-à-dire la Nubie. Ce qui j'en suggère, c'est une progression de la peste. Depuis de la mer Rouge, elle aurait traversé le royaume de Kush pour pénétrer dans les vallées du Nil. Plusieurs routes sont envisageables. La porte de Bérénice, sur la mer Rouge, était encore active au début du VIe siècle. Il existait aussi une route caravanière reliant le côté au Nil via Coptos, même si cette voie était sans doute en déclin à l'époque. Mais dans l'ensemble, c'est la progression par la vallée du Nil qui paraît le plus cohérente avec le récit de Jean. Et sa métaphore suggère une avancée méthodique implacable du sud vers le nord, le long du Nil. Chaque région frappait à son tour, comme des gerbes de blé coupées en ligne. Ce n'est qu'après que l'Égypte avait connu la ruine de ses habitants que la peste a fini par atteindre la grande métropole d'Alexandrie. Cela contredit en partie le récit de Procope, pour qui la peste commence à Péluse, à l'est du delta, avant de se propager en 2 directions, vers l'ouest en Alexandrie et vers l'est en Palestine. Chez Jean, en revanche, Alexandrie n'arrive qu'en dernier, après une progression méthodique le long du vallée du Nil. Faut-il choisir entre les deux? Pas nécessairement. Si la peste a bien atteint les Aksumites et les Himyarites aux confins de sud de la mer Rouge, alors elle a très bien pu remonter par 2 voies, la vallée du Nil et la mer Rouge, en direction de Clysma et de Péluse. En somme, ce qui ressort le plus nettement des 4 témoignages conservés, c'est l'insistance commune. La peste de Justinien est entrée dans le monde romain
par les frontières sud-orientales de l'Empire. C'est un contraste net avec la peste noire qui, comme on le sait, est arrivée par voie terrestre. La question devient alors comment la peste est-elle arrivée dans le réseau commerciaux de la mer Rouge. Les données génétiques, elles, pointent vers les hautes terres de Tian Shan comme origine de la pandémie. La grande question, c'est donc comment est-elle passée des montagnes d'Asie centrale aux routes maritimes de l'océan Indien? C'est en fait l'étape la plus mystérieuse de toutes les itinéraires. Alors, y a-t-il un contexte qui permettrait de relier ce réservoir naturel du Bacille au réseau d'échange du Sud, une conjoncture à la fois écologique et humaine qui aurait rendu cette transition possible? Je laisse ici la parole à mon collègue. Cette carte résume les données du problème telles qu'elles ressortent au terme de la présentation de Kyle Harper. À un bout, autour des monts Tian Shan, les réservoirs endozoïques du bacille Yersinia pestis. À gauche, les premiers impacts avérés de la peste au printemps-été 541, avec un point de départ supposé dans les ports de la côte indienne. Entre les réservoirs et ces ports, un point d'interrogation. Le but de mon intervention est de tenter d'apporter une réponse à ce point d'interrogation. Dans notre article à paraître, je propose un modèle historique pour expliquer le lien, à savoir l'empire des Huns Hephthalites, ou plutôt sa partie orientale. Cette idée a germé en fait suite à une intervention que j'avais faite il y a 2 ans à l'Académie des inscriptions, suite à une communication de Gilles Brandsburg qui présentait de nouvelles données papyrologiques sur l'arrivée de l'épidémie par la mer Rouge. L'Empire Hephtalite a été dans l'histoire la seule construction politico-militaire qui ait englobé à la fois les monts Tian Shan et la côte nord-occidentale de l'Inde. Et ceci a eu lieu durant les 4 décennies qui ont précédé l'arrivée de la peste en mer Rouge. Certes, dans le 2e siècle de notre ère, l'Empire couchant s'était déjà manifesté dans ces 2 zones, mais de manière beaucoup plus épisodique en ce qui concerne la frontière nord. Commençons donc par l'expansion des armées hephthalites au nord, dans le bassin du Tarim, aujourd'hui au Xinjiang chinois. Cette expansion est documentée uniquement par les chroniques chinoises, qui se trouvent réunies, traduites et commentées dans le volume collectif Hunnic People in Central and South Asia, paru en 2020 sous la direction du savant hongrois Daniel Balog. Entre 202 et 522, les Hephthalites interviennent à plusieurs reprises, avec parfois de grosses armées, dans les oasis de Karachar, Kutcha, Turfan, situées sur le piémont sud des Tian Shan, ainsi que dans le royaume de Gaokyu, sur le piémont nord. À l'ouest, ils soumettent aussi Kashgar et Khotan, pas sur la carte, mais ici, que divers itinéraires montagneux relient à leur base initiale des piémonts de Bactriane orientale, ainsi qu'au cours supérieur de l'Indus. Je montre sur cette carte la superposition de ces conquêtes ou zones d'intervention avec les zones où sont documentées les branches modernes directement apparentées à Yersinia pestis. Et maintenant, regardons du côté de l'Inde. Les campagnes menées en profondeur dès la fin du 5e siècle par les Hephthalites et leurs prédécesseurs, les Alkhans qu'ils ont fédérés, sont documentées par des inscriptions sanscrites où ces adversaires sont désignés comme les Huna, le même nom qu'en français les Huns. Voilà, probablement un des premiers souverains Hephthalites qui ait mené les conquêtes en Inde. Vous voyez comme ces gens s'efforçaient de paraître sympathiques. En 530, Mihirakula, leur conquérant le plus actif,
fonde un temple du soleil sur le lieu de sa victoire à Gwalior, entre l'Inde gangétique et le plateau du Malwa, qui lui-même donne accès à la région côtière du Gujarat. Dès le règne de son prédécesseur Toramana, un contrôle heptalite est avéré là par des inscriptions de marchands. Voilà. Donc, le foyer de la peste, la capitale enfin, de Mirakula pendant ses conquêtes, Gwalior où Mirakula a fondé un temple, Sandni où il a connu une défaite, des inscriptions de Sanjeli attestant l'autorité de Toramana, son prédécesseur, en liaison avec des réseaux marchands, les ports. Bien. L'option d'un trajet qu'on pourrait théoriquement émettre, d'un trajet continental ou maritime vers l'Iran, trajet maritime par le golfe Persique. Il paraît qu'il ne faut plus dire golfe Persique, mais enfin, moi je dis golfe Persique. Bien. Cette option semble contredite par les dates d'apparition de la peste en Iran. Voilà, donc l'ensemble des données sur les premières occurrences de la peste dans l'article de Keller et ses collaborateurs, et vous pouvez voir que la toute première occurrence en Mésopotamie sassanide, c'est-à-dire la région de la capitale, Ctésiphon, est en fait de 561, c'est-à-dire 20 ans après que la peste a sévi dans les territoires orientaux de l'Empire romain. Du reste, la contre-épreuve est fournie par les événements à Antioche. En 540, l'armée sassanide occupe la ville. Mais le récit détaillé de Procope n'y fait alors aucune mention de la peste. L'armée sassanide n'a donc pas apporté la peste à Antioche. Elle a attrapé la peste 2 ans plus tard, mais en Syrie du Nord, alors qu'elle était en train de prendre le chemin du retour. Et les sources syriaques nous précisent bien que dans ce cas, que la Mésopotamie elle-même n'était pratiquement pas atteinte, que c'est uniquement l'armée qui a attrapé la peste en Syrie du Nord. Alors, très bien, me direz-vous, mais comment peut-on passer de ce modèle politique, militaro-politique, à un modèle épidémique ? Alors, selon moi, une explication possible réside dans l'écologie des armées heftalites. Les envoyés chinois qui les ont rencontrés dans leur campement de Bactriane orientale indiquent qu'ils avaient un nombre considérable de chameaux. Par ailleurs, nous savons que c'était aussi le cas dans les armées des royaumes du nord du Tarim. On parle un siècle ou peu s'en faut avant l'intervention heptalite, on parle de 20 000 chameaux remis en tribu par le royaume de Koucha aux Chinois. Bien. Alors, les chameaux à 2 bosses, dits chameaux bactriens, étaient en fait le principal mode de transport dans les montagnes et les vallées entre Bactriane, Tarim et Inde du Nord, comme l'illustre cette photographie, prise dans le corridor du Wahan dans les années 60. Le corridor du Wahan, c'est vraiment très haut. J'ai tenté d'indiquer sur cette carte que j'ai compilée d'après les sources anciennes et les sources médiévales et les voyageurs du siècle dernier, les sections avérées qui étaient parcourues par les chameaux. Or, le chameau est, avec la marmotte, l'écureuil du désert et le rat, le seul vecteur animal identifié de la puce Xenopsilia chaopis qui transmet le bacille. Alors, il y avait certes des points de rupture, des points de rupture de charge, où les chameaux étaient relayés par d'autres bêtes de somme,
mulets, ânes, parfois des chevaux, transport à dos d'hommes, yaks. Mais il est avéré que le bacille peut survivre jusqu'à 1 mois dans les sacs de marchandises. Par ailleurs, en Inde, les Hephthalites utilisaient massivement les éléphants de guerre. Les Chinois parlent de 700 éléphants dans les armées de Mihirakula qui assiègent alors le Cachemire. Le cosmographe égyptien Cosmas Indicopleustes, bien informé par les réseaux marchands, y compris sur l'Inde du Nord, parle de 2000 éléphants. Les éléphants qui ont peu de poils ne sont pas des hôtes directs de la puce, mais ils auraient pu l'être indirectement, par les stocks de nourriture qui les accompagnaient. Dans l'armée anglaise de l'Inde, un éléphant à l'effort ingérait chaque jour 300 kilos de fourrage, grains et farine. Ce n'est pas faire un trop gros effort d'imagination que de supposer que ces stocks mobiles attiraient les rats. Alors, qu'en est-il maintenant des sources textuelles indiennes? Là, les guerres contre les Hephthalites ne sont directement documentées que par des proclamations royales à la rhétorique enflée et que ne préoccupent pas des détails aussi triviaux que les épidémies. De toute manière, aucune de ces sources ne se réfère aux années précédant directement 540. Cependant, comme il arrive souvent en Inde, je pense qu'on peut trouver des indications là où on ne les attendait pas. 3 textes bouddhiques méritent selon moi d'être relus dans cette perspective. L'illustre pèlerin chinois Xuanzang, qui avait parcouru le nord du Pendjab dans les années 630, rapporte ce que lui ont raconté les moines à propos des ravages de Mihirakula survenus un siècle auparavant. 300 millions de gens des castes supérieures furent tués face au fleuve Indus. 300 millions des castes moyennes furent tués par noyade dans l'Indus. 300 millions des castes inférieures furent distribués parmi ses soldats. Ensuite, prenant avec lui la richesse du royaume vaincu, il ordonna le retour à son armée. Mais avant le début de l'année suivante, il mourut. À ce moment, l'atmosphère devint nuageuse, humide, obscure et sinistre. Un fort tremblement secoua la terre et une furieuse tempête se leva. L'hypothèse que je soumets est que derrière ces chiffres fantastiques se cache le souvenir d'une épidémie liée à l'avancée des armées hephthalites. Souvenir passé ici dans le moule de la propagande bouddhique, qui considérait Mihirakula comme le responsable par excellence du basculement dans le Dharma Pralaya, c'est-à-dire l'ère inaugurant la ruine finale de la loi. Dans cette perspective, ces cadavres jetés dans l'Indus pourraient être en fait, disons au moins en majorité, des cendres de crémation, jetées dans les rivières comme on fait en Inde. Des créations massives effectuées en hâte sont attestées en Inde dans d'autres contextes épidémiques plus anciens. Enfin, la mention des troubles atmosphériques offre un ancrage chronologique intéressant, parce qu'on pense évidemment au double épisode volcanique de 536 et 540, abondamment commenté dans la littérature scientifique ces dernières années, et ses répercussions dans l'hémisphère nord. Alors, on trouve une autre version de la même tradition dans la Rajatarangini, la chronique royale du Cachemire. Le peuple savait qu'il approchait en remarquant les vautours, les corbeaux et autres oiseaux qui volaient en avant, avides de se nourrir de ceux qui étaient tués là où son armée pouvait les atteindre. Ce vampire royal était jour et nuit entouré par des milliers d'êtres humains qui avaient été tués, y compris dans ces quartiers de plaisir. Ce terrible ennemi du genre humain n'avait nulle pitié pour les enfants, ni compassion pour les femmes, ni respect pour les vieux. Après avoir gouverné le pays pendant 70 ans, ce fléau de la terre fut affligé dans son corps par toutes sortes de maladies et il s'immola dans les flammes. Alors, par rapport au précédent, ce texte apporte quelques détails intéressants. La description de la mort de masse qui n'épargne pas les quartiers royaux se rapproche davantage des réalités d'une épidémie. Bon, certes, je n'irai pas jusqu'à assimiler Mihirakula à Nosferatu,
puisqu'en Inde, le terme que nous traduisons vampire ne désigne pas exactement la même chose. La durée de 70 ans attribuée à son règne recouvre en fait la totalité de la domination hephtalite. Il est précisé ici qu'il est mort de maladie et son immolation édifiante évoque elle aussi une crémation hâtive. Un troisième texte plus précis dans la description se trouve dans un recueil de poèmes en langue pali dont la date, une fois n'est pas coutume pour un texte indien, est assez précisément établie entre 450 et 550. C'est le Dhammapada-takata. Après un temps, l'Arivatakaroga survint dans la maison du trésorier Badadvatiya. Quand survient cette maladie, les premiers à mourir sont les mouches. Ensuite, en ordre régulier, les insectes, les rats ou souris, mouchika, ça désigne les deux, les coqs, une variante parle des chiens et des chats, les porcs, le bétail à cornes, les esclaves mâles et femelles, et à la fin tous les membres de la maisonnée. Seuls ceux qui abattent le mur et s'enfuient ont la vie sauve. Dans les textes plus anciens, le thème Arivatakaroga désigne assez vaguement une maladie épidémique. Mais ici, il se trouve associé à des observations cliniques qui évoquent fortement la peste bubonique. La succession des victimes animales, où les rats suivent les insectes et précèdent les autres mammifères, l'isolement imposé par les autorités. Au terme de cette revue des indices, il faut bien avouer qu'il manque encore l'essentiel, à savoir une confirmation par l'ADN extrait de tombes. En Inde anté-islamique, l'archéologie funéraire n'existe pas, puisque la crémation est généralisée dans toutes les communautés religieuses. Les cimetières chrétiens de la côte ouest sont tardifs, pas avant le XVIIe siècle. Dans la zone centrale hephtalite, en Bactriane orientale, de vastes nécropoles à Kourgan sont repérées, mais il n'est évidemment pas possible d'aller y travailler. Et de toute manière, il n'est pas certain que la peste ait atteint la partie ouest du domaine hephtalite. S'il y a quelque chance de trouver des sépultures à inhumation de cette époque, ce serait plutôt dans le territoire périphérique du Swat, non loin de la zone où Mihirakula rassemblait ses armées. Je suis en contact avec les archéologues qui y fouillent. Pour finir, cette image condense le scénario que nous pensons pouvoir proposer aujourd'hui sur la base des données, certes hétérogènes, que nous avons passées en revue. Année 520-530, point d'interrogation, la lignée pandémique sort de son foyer permanent dans les Tien Shan. Vers 536-540, en même temps que les désordres volcaniques, la peste éclate dans le nord-ouest de l'Inde, conséquence des allées et venues des armées hephthalites. Mortalité massive le long du Moyen Indus, la peste descend jusqu'au port du Gujarat. Puis transite vers l'ouest par le commerce maritime de l'océan Indien. Impossible premier impact à Aksum et dans l'Arabie du Sud-Ouest. En tout cas, diffusion le long de la mer Rouge. Printemps 541, la peste atteint l'Égypte septentrionale. Au terme de cette présentation, mes pensées se tournent vers deux maîtres du monde, qui, bien que ne s'étant jamais rencontrés, savaient sans doute pas mal de choses l'un sur l'autre. Les deux eurent à affronter la peste. Justinien en réchappa. Mihirakula, sans doute, en mourut. Mais il faut bien dire qu'il l'avait un peu cherché. Alors, je suis censé discuter cette hypothèse. Et je vais peut-être partir du livre de Kyle Harper. C'est la traduction française parue en 2019. Il est paru en anglais en 2017. Et il a suscité une énorme controverse.
il faut bien le dire, avec d'innombrables comptes rendus, parfois extrêmement longs. Je pense au compte rendu de l'équipe de John Haldon, etc. Ou aussi au très long compte rendu et très bon compte rendu de Alain Bresson de Chicago, et qui a remis, et ce livre a remis sur le devant de la scène, le rôle à la fois du climat et des épidémies dans la fin de l'Empire romain. Alors, je ne vais pas du tout discuter cet aspect-là de l'intervention. En particulier, il y a dans la salle un maître de l'histoire économique de l'Empire romain tardif, Roger Bagnal, donc ce ne serait certainement pas le lieu de le faire. En revanche, il y a parallèlement à ces hypothèses sur la fin de l'Empire romain, le développement d'une énorme recherche tournée sur l'ADN ancien, et en particulier un article en 2018 de Damgaard sur une centaine de génomes de l'ADN ancien, et en particulier le génome d'un jeune homme mort au sud de l'Izik-Koul, aux alentours entre 200 et 250, on ne sait pas exactement, qui n'est pas complet, mais qui fournissait effectivement la forme de bacille qui était mort de la peste et qui fournissait la forme de bacille de la peste la plus proche, cousine, non pas ancêtre, non pas directement reliée, mais cousine, disons, de la peste telle qu'elle est identifiée dans les cimetières d'Asheim, etc., les cimetières allemands dans lesquels on a un certain nombre comme ça de morts de la peste du VIe siècle. Cette découverte a elle-même donné lieu à une autre controverse entre spécialistes de l'ADN. Et par exemple, l'équipe de Marcel Keller a écrit tout un article pour expliquer à quel point on ne pouvait pas se fier à ce simple génome pour reconstituer une généalogie de la peste de Justinien. La fin de l'article de Keller, c'est une aporie, disant on a les données d'Étienne Chan, elles sont incomplètes, il faut les compléter. Et on a, d'autre part, l'arrivée de la peste par voie maritime dans l'Empire romain, par la mer Rouge, comme cela vient de vous être décrit. Et c'est là que vous intervenez. Et c'est là ce qui est tout à fait novateur, c'est-à-dire que vous intervenez avec une proposition de résolution de cette aporie. À la place de l'hypothèse paresseuse, en fait, empruntée au trajet de la peste au milieu du XIVe siècle, la peste noire médiévale, d'une propagation par la steppe, que l'on lisait partout, hein, Keller en parle encore, hein, jusqu'il y a 5 ans, vous proposez un modèle beaucoup plus complexe d'un passage du champ militaire et politique avec la circulation des armées et les unifications en termes de circulation des parasites, là en l'occurrence, sur de très vastes espaces, et un passage de ce système militaro-politique de circulation des maladies au système commercial, avec une interface dans les ports de l'océan Indien. Alors, si vous voulez bien, je vais m'intéresser, en fait, les questions que je voudrais vous poser, c'est un peu pratique sur l'écologie du rat, l'écologie de la puce. Non, François aussi. D'abord, une première question pour Kyle. Comment est-ce que vous interprétez le fait que l'on trouve cette peste de Justinien des deux côtés de la mer Rouge, aussi bien à Himyar, donc la côte arabique, que à Aksum, la côte éthiopique, si cette peste s'est transmise par bateau faisant le commerce entre les ports du Gujarat et Clisma ou Bérénice, etc. Est-ce que cette double présence de la peste des deux côtés de la mer n'implique pas quand même une étape locale qui a pu durer un certain temps? Oui, c'est une bonne question. Et je dirais qu'il faut imaginer le monde de la mer Rouge comme un monde extrêmement interconnecté. Et en fait, dans ce moment, les Kushites ont conquis les Himyarites. Alors, ils étaient extrêmement liés sur le plan commercial et aussi dans la culture, l'économie, les affaires géopolitiques. Alors, c'est un monde très, très lié dans l'ensemble. Et pour moi,
c'est pas extrêmement surprenant si le peste avait touché tous les deux, plus ou moins, au même temps. Mais il faut le dire qu'il y a aussi une inscription très intéressante dans l'antérieur, sens moderne de l'antérieur, de Yémen, quelques années après, peut-être je pense que c'est 6 ans, combien 46, d'après, tout dépend de la chronologie. Ouais, c'est de l'ère. la chronologie de... Mais Christian Robin semble nous avoir donné une information récente. Quelques années après, c'était absolument, c'est sûr qu'il y avait une épidémie, en tout cas, dans l'intérieur de Yémen. Mais moi, je pense qu'il faut imaginer un monde de la mer Rouge très, très intégré. Et c'est un monde aussi lié au monde byzantin et au monde indien. Et on a montré ce petit morceau de céramique aksumite qui a été trouvé en Inde moderne. Mais alors très concrètement, on imagine donc qu'il y a des rats dans les bateaux qui partent du Gujarat et qui vont faire escale à Socotra, puis à Aden, puis à Bérénice, enfin bon, etc., etc. Ces rats vont débarquer avec les marchandises et vont contaminer les populations ratières locales. Oui. Et ensuite, il y a encore une étape, c'est qu'il faut que ces rats contaminés remontent sur le bateau et aillent... Enfin, vous voyez... Ils ne sont pas tous descendus. Non, mais d'accord, on peut pas... J'ai quand même un peu de mal à imaginer les rats descendant comme en croisière. Vous regardez Mourdaot Sphératu, vous avez la réponse à la question. D'accord. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont quand même des processus qui prennent un peu de temps. Oui. Puisqu'il faut comme des générations de rats qui vont contaminer d'autres rats, qui vont se retransmettre les choses. Oui, mais on sait que le peste est apparu en Alexandrie en 541 et dans quelques mois, il était présent dans la Palestine, la Mésopotamie. Alors, c'était extrêmement rapide. Et on sait maintenant aussi que le peste bubonique, le peste noire, est répandu extrêmement. Le sort, c'est incroyable. La vitesse de même le voie terrestre dans les années 1330 et 40, c'est extrêmement rapide. Alors, pour moi, c'est évident, c'est pas sûr. Ici, on est dans une zone de la spéculation, c'est nécessaire, mais on peut comparer avec le peste noire et avec la diffusion de la peste de Justinien après avoir atteint la Méditerranée. Et c'était extrêmement rapide. D'accord. Alors j'ai une question tout à fait différente. Vous n'utilisez pas le texte de Théophylacte Simocata Dans l'article, oui. Ouais. D'accord. Oui. J'explique. Le texte dit qu'il n'y a pas de peste chez les Turcs. Donc les Turcs de Mongolie, à l'époque, les Turcs de la steppe. Reste à savoir ce qu'il appelle les Turcs. Oui, de la steppe orientale, je veux dire. Et que, inversement, il y a de la peste en Sogdiane. Et c'est un texte qui doit décrire une situation des alentours de 580. Alors, c'est pas exactement ce que dit Théophylacte. Théophylacte dit que... en fait, l'épisode se produit donc tout à la fin du VIe siècle, au moment de la défaite du rebelle Bahram Choubin. Les indications géographiques ne sont pas précises. On nous dit, les batailles finales ont eu lieu au Khorasan, disons, voilà, du côté de Boukhara ou en Bactriane, enfin, c'est la ligne de front, et on a capturé. Ça, c'est le deuxième texte de Théophylacte, c'est pas celui auquel je pensais. Oui, alors oui, effectivement. Au départ, il y a la lettre du Kagan, oui, vous savez, et à la fin, il dit « Les Turcs sont très fiers du fait qu'il n'y ait pas de peste dans la steppe ». Alors, effectivement, il y a ça, mais alors ensuite, il y a un deuxième texte où on dit qu'on a capturé des Turcs mercenaires ou captifs qui servaient dans l'armée de Théophylacte, de Bahram Choubin.
on ne dit pas d'où ils venaient, hein, on ne dit pas d'où ils venaient, mais ils avaient une croix tatouée sur le front. Et on les a amenés à l'empereur byzantin et ils ont raconté que c'est parce que à l'époque de leur naissance, la peste sévissait chez eux et leur mère, instruite par des chrétiens, leur ont fait tatouer la croix comme protection. Alors ce texte pose certains problèmes. Si on remonte l'horloge, ils ont été capturés en 590, faisons-les naître dans les années 560. De toute façon, on est forcément après les épisodes en question. Rencontre entre des Turcs et des communautés chrétiennes, c'est possible dans tout l'espace qui va de la Bactriane au Sémiretché, au Kazakhstan actuel. Il y avait des communautés chrétiennes partout, on le sait à ce moment-là. Donc, le texte est difficile, en fait, à utiliser. Alors, ce qui est également difficile à utiliser, c'est que Zacharie nous dit, tout à la fin de l'énumération des pays qui ont été touchés par la peste, oui, l'Iran et les pays loin du côté des Scythes, etc. Bon, ça peut vouloir dire, ça peut être l'Asie centrale, ça peut être aussi le Khorasan. La question est de savoir si ces informations indiquent une diffusion dans la partie occidentale de l'Empire heptalite, au moment où la partie orientale, selon nous, en est affectée, ou si c'est un effet boomerang, c'est-à-dire la peste qui a fini par arriver en Iran à partir de 560 et qui repart vers l'Est. On s'est penché avec attention sur ces textes et franchement, c'est un matériel qui est difficile à utiliser. Bon, alors, et une fois de plus, on n'a pas l'ADN en Sogdiane. On m'annonce qu'il pourrait y avoir des résultats qui viennent de Penjikent, de Boukhara, semble-t-il. Søren Stark a trouvé un pestiféré, mais il est du XIe siècle. Ça va ni pour nous, ni pour la peste noire. Bon. Voilà, donc il y a quelque espoir du côté de Barikot dans le Swat parce qu'on n'est pas loin de la zone où Mirakula concentrait ses armées et on sait, l'archéologue Luca Olivieri m'apprend qu'effectivement ils ont des cimetières à inhumation, semble-t-il massives, et qu'ils arriveraient maintenant dans des niveaux du VIe siècle. Donc voilà, mais pour le moment c'est pas avéré. Alors, une des conséquences de la controverse entre Damgard et Keller, ça a été quand même aussi d'ouvrir l'éventail des possibilités chronologiques. C'est-à-dire que autant Damgard situait la divergence entre la souche de peste bubonique présente dans la tombe de ce jeune homme enterré au sud de l'Ézikkoul au 1er siècle de notre ère, autant Keller, lui, a tendance à la remonter au 1er siècle avant, voire beaucoup plus haut, pour des raisons techniques que je ne comprends pas. Mais du coup, ça ouvre chronologiquement beaucoup plus la possibilité d'une diffusion à partir de ce réservoir des Tien Shan vers le sud à des périodes antérieures. Et du coup, est-ce qu'on pourrait revenir sur l'hypothèse Kushan quand même ? Parce que l'hypothèse Kushan, c'est quand même l'autre grande période durant laquelle on a un contrôle à la fois du Xinjiang, de la partie occidentale du Xinjiang, et de tout le nord de l'Inde, dans un seul empire, qui est quand même plus durable que la période de contrôle heptalite. Bon, je sais ce que vous allez me dire. Tant qu'on n'a pas d'ADN, on ne peut pas trancher. Mais est-ce somme toute, la période de contrôle heptalite sur le Xinjiang n'a pas été plus longue que la période de contrôle Kushan, en fait? Alors, c'est pas tout à fait exact parce que il n'y a pas eu véritablement un contrôle Kushan. Il y a eu des incursions, des alliances temporaires. On a tout de même l'impression, quand on prend la liste des notices chinoises
sur les interventions des Hephthalites dans les oasis du Nord, il est quand même dit tel royaume a été soumis, tel royaume a été soumis, tel autre a été détruit. On ne nous dit pas ça pour les couchants, et en plus, les couchants sont aussi plutôt intervenus vers le sud, à Khotan. Bon, je sais bien, on dit aussi, ils interviennent aussi à Koutcha, mais c'est dans le cadre d'une coalition. Bon, alors maintenant, la question d'une épidémie de peste dans la deuxième moitié du IIe siècle dans l'Empire couchant a été rouverte récemment par Arulfalk. Tu connais son article, Arogya Dakshina. Alors il part du postulat que c'est déjà la peste. Bien. Si c'est déjà la peste, en tout cas, elle n'a pas eu le même destin que celle du VIe siècle. Alors, ce qui complique les choses, c'est que cette peste en Inde au IIe siècle, qu'on peut appeler en fait la peste de Huvishka, parce qu'il semblerait effectivement que sous l'empereur couchant Huvishka, dans les années 160-170, ça va pas bien. Hein. Le monnayage, il y a un effondrement du monnayage, on a l'impression que c'est plutôt la monnaie des pauvres qui prend le dessus, c'est parfois un signe que la démographie ne se porte pas bien, mais si c'est concomitant, effectivement, d'un épisode bien connu en Occident, mais qui n'est pas la peste, qui est ce qu'on a appelé la peste de Marc Aurèle. Alors, la peste de Marc Aurèle, on ne sait toujours pas très bien ce que c'était. Là, je vais passer la parole à Kyle. Les hypothèses tournent tout de même autour de la variole ou d'une souche apparentée à la variole, mais c'est pareil, les choses évoluent. Ouais. Alors peut-on continuer à faire l'hypothèse que la peste de Marc Aurèle, voilà, l'épidémie sous Marc Aurèle, c'est déjà une première sortie hors d'Asie de Yersinia pestis? C'est peu probable à moi, mais c'est pas impossible. Mais le problème, c'est que presque toujours, quand nous avons une épidémie de la vraie peste, de la peste bubonique, les sources décrivent les symptômes comme le gonflement. Et c'est une maladie très évidente, assez distincte. Alors, mais évidemment, c'est jamais le cas qu'on peut être certain, on peut être sûr, avec des sources médicales anciennes. Mais on a beaucoup on a le récit de Galen, le médecin, qui ne donne aucune indication que la maladie était la vraie peste. Alors, à moi, je pense que c'est vraiment probablement pas le cas que la peste antonine était la peste bubonique. Mais on ne sait jamais. Demain, on pourrait trouver des échantillons d'ADN ancienne dans une fosse du IIe siècle où on trouve l'ADN de la peste bubonique. Ce n'est pas impossible. Alors, il faut être un peu... il faut être pas trop sûr. Mais est-ce que je peux ajouter quelque chose très brièvement ici? On voit ça c'est le ADN de cette squelette du IIIe siècle. Pour moi, l'important ici, ça n'a rien à dire sur la diffusion de la première pandémie de peste, mais l'important, c'est que c'est très prochement apparenté à notre lignée et il a été trouvé dans le réservoir naturel, près de lac Issyk-Kul. Ça veut dire que l'ancêtre commun, peut-être, c'est seulement une estimation du premier siècle, du premier millénaire. La peste, l'ancêtre de la
peste, de la première pandémie, a été là, dans le réservoir. Ça, c'est de Ushkubu, c'est où exactement? C'est là. Ici, c'est là. Alors, Keller a effectivement écrit, Étienne l'a rappelé, que ce serait plutôt l'ancêtre de la souche de la peste noire que de la peste de Justinien, mais je crois que cette affirmation, là aussi c'est contesté. Voilà. C'est notre échantillon, je pense. Voilà. C'est surtout que Keller dit que l'exemple de la peste noire montre un bacille qui peut voyager sur des centaines, des milliers de kilomètres très rapidement sans muter. Ce qui veut dire que même si le jeune homme enterré au sud de l'Ésicoule est actuellement la meilleure preuve que l'on ait, et en cela je suis entièrement d'accord avec vous, la réserve méthodologique de Keller, c'est qu'on ne peut pas, grosso modo, déduire des réservoirs actuels tels qu'ils ont été préservés à l'époque contemporaine, ni même de ce jeune homme du IIIe siècle, que le réservoir de l'ancêtre du génome de la peste ancestrale, à la racine, si vous voulez, de ça, se trouvait dans la même région, parce que la peste a prouvé qu'elle était capable de voyager beaucoup. Il y a un aspect géographique dans son raisonnement qui me semble difficilement contestable. Je pense que tout ceci est une question de proportion, de pourcentage de chance, etc. En l'état actuel des données, vous avez parfaitement raison. Mais je crois que Keller faisait simplement un appel à la prudence sur... Il est quand même difficile de... il est possible, enfin nous avons essayé de le montrer, de construire un modèle historique crédible qui conduit de la Haute-Asie d'Étienne Chad au port indien et à l'Égypte. Il serait bien difficile de construire un modèle historique qui conduit de l'Afrique orientale au Tien Shan. Si je peux insister sur l'Empire couchant, c'est le seul cas où on a une mention explicite d'envoi de troupes depuis le bassin du Tarim jusqu'en Inde, puisque on a ce texte tibétain sur le pays de Li, la prophétie du pays de Li, dans lequel on dit que le roi de Khotan et ses troupes sont allés au siège de Sakéta avec Kanishka. Jusqu'à présent, on croyait que c'était une légende, jusqu'à ce qu'on trouve l'inscription de Rabatak mentionnant le siège de Sakéta par Kanishka. Donc dans ce cas-là, on a quand même voilà, un exemple précis. Et je voudrais citer un autre exemple qui est, qui est en faveur de votre hypothèse, que je crois que vous n'avez pas cité. On a dans les sources chinoises, au moins à 2 reprises, des envois massifs de grains pour l'armée. D'une part, le roi de Kushania, entre Samarcande et Bukhara, aux alentours de 650. C'est après, hein, c'est des exemples postérieurs, oui. mais c'est les mêmes pratiques. Propose d'envoyer du grain à l'armée chinoise qui est en train de manœuvrer dans l'ouest. Malheureusement, c'est pas plus précis que ça. Et d'autre part, lors des grandes expéditions chinoises au-delà de l'Himalaya, lorsqu'il débouche en Inde du Nord en 748, le roi du Cachemire propose d'envoyer des tonnes de grains, des tonnes et des tonnes. Il propose de nourrir 200 000 soldats, dit le texte chinois, et là, on se trouve tout à fait... je pense que ça serait peut-être intéressant d'utiliser ce texte, parce qu'on se trouve typiquement dans le genre de scénario que vous proposez. Oui, tout à fait. La caravane de chameaux photographiée par les Michauds dans les années 60 dans le Haran transportait du grain. Donc là, on a presque chameau plus grain, ça nous donne 2 vecteurs possibles de la peste. Le chameau par ses poils, les grains par les rats. Alors, on parlait des ruptures de charge. Effectivement, c'est un argument, c'est un contre-argument qui a été donné, mais là c'est finalement les données ont été rassemblées dernièrement par Peter Slavin, oui. Peter Slavin. Il semble avéré que le bacille, je ne parle pas de la puce, hein, mais le bacille a une capacité de résilience assez forte. Et il peut survivre jusqu'à 1 mois dans les sacs. Il peut Ah oui, moi je pensais que c'est la puce. C'est le bacille lui-même. Je crois que c'est le bacille. Mais il peut recontaminer quelqu'un Il peut recontaminer des puces. Très bien, je crois qu'il est temps de nous séparer. Merci beaucoup.